Alors bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous partage une webconférence que j'ai faite gratuitement aux inscrits de ma newsletter le 2 juin 2024. Donc on va revenir sur toutes les questions que j'ai reçues qui vont tourner autour de l'analyse fondamentale avec un focus sur les données financières mais aussi sur les données non financières. On regardera aussi les outils à disposition des stock pickers, notamment les screeners, quels sont les avantages d'avoir des screeners, quels sont aussi les inconvénients. Je vous donnerai aussi pourquoi moi je ne pratique pas ou très peu de screeners. Je répondrai aussi à des questions que j'ai reçues sur les taux. Quand les taux sont hauts, quel est l'impact général sur les marchés financiers? Quel est l'impact qu'on peut avoir sur telle ou telle société? On regardera avec des exemples concrets les sociétés qui peuvent avoir des impacts positifs puis des impacts négatifs. On regardera les introductions en bourse. Est-ce que c'est une bonne idée de participer aux introductions en bourse? Que disent les études? Que dit l'histoire? On regardera aussi les marges des sociétés qu'il faut impérativement segmenter par secteur et je vous expliquerai pourquoi, et à chaque fois on prendra des exemples. On sera aussi amené à parler de sociétés, notamment LVMH, Gucci. On regardera les positionnements de ces deux sociétés. On sera aussi amené à parler de TFF, de Steph, de Neuron, de Vika, de Oneo, de Gaumont, de TXCOM, etc., etc. Voilà, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté pour vous partager tout ça. À tout de suite. Là, j'ai reçu un certain nombre de questions assez larges et puis des fois un peu précises. Donc, on va essayer de répondre au maximum pour vous apporter de la valeur. Alors donc, bon, un disclaimer, parce que les analyses que je vais faire ici, les sociétés que je vais citer ici, ne sont pas des conseils en investissement financier. On me pose des questions, donc moi j'y réponds en toute transparence. Par contre, je peux me tromper, puisque je vous dis là, ça correspond à ce que moi je souhaiterais faire ou ce que je fais. Il est possible que ça ne corresponde pas à ce dont vous avez vraiment besoin, quoi. Après, j'ai eu beaucoup de questions sur l'analyse fondamentale au sens large. Donc je repasse ce petit slide qui pour moi synthétise un peu ce qui peut faire qu'on va gagner de l'argent en bourse. Donc en fait vous avez le cours de bourse, vous avez au-dessus les comptes et vous avez au-dessus tout ce qui est, je dirais, un peu plus temps long, stratégie, le management, est-ce qu'ils sont honnêtes, comment est-ce qu'ils exécutent la stratégie, etc. Puis donc nous lorsqu'on investit en bourse, ici on veut faire des gains. Et les gains en bourse on a deux ordres, c'est soit vous avez des dividendes régulièrement, et où vous avez une montée du cours. On peut avoir les deux, on peut avoir des sociétés qui ne distribuent pas de dividendes, on peut avoir des sociétés qui font que distribuer du dividende, puis le cours il fait trop rien. Enfin voilà, donc les gains c'est toujours ça, ok? Il n'y a pas d'autre façon de gagner de l'argent en bourse. Puis donc nous, quand on commence la bourse, souvent on est très focus là-dessus, on regarde un petit peu ce truc-là, puis on oublie les trucs en haut. Donc le truc au-dessus, c'est tout ce qui est compte. Donc les comptes, ça doit coller à la réalité économique de la société. Alors c'est très réglementé, il y a des commissaires aux comptes qui verrouillent des choses, mais n'oubliez pas que c'est les gens en fait au-dessus qui écrivent les comptes. Donc la façon dont ils veulent vous raconter une histoire, ils peuvent avoir tendance à bien habiller la mariée pour pouvoir vous raconter un truc qui est plutôt bien pour qu'ici le cours de bourse ait plutôt tendance à monter. Ou à l'inverse, vous pouvez avoir des gens qui sont plutôt pessimistes, à dire que ça va être compliqué, etc. Puis derrière, ils vous font une sortie de cote, un peu à râler pâquerette parce que vous avez vu les perspectives, ça fait un an que c'est pas terrible, machin. Ok. Donc n'oubliez pas ça, il faut toujours avoir, j'irai un petit peu de vigilance ou un petit peu d'ouverture d'esprit sur les comptes, qui c'est qui les écrit et comment les gens sont par le passé, est-ce qu'ils étaient plutôt prudents, est-ce qu'ils changent régulièrement d'avis, etc. Voilà, ok. Donc les comptes, ça doit coller à la réalité économique avec le fait que c'est quand même les gens au-dessus qui les écrivent, voilà. Et puis ça doit montrer toute la création de valeur que l'on espère, ok. Voilà. Puis donc au-dessus, vous avez tout ce qui est management. Alors ça, c'est des choses que moi, quand j'ai commencé la bourse, là, il y a plus de 25 ans, je faisais pas du tout. Mais voilà, en m'inspirant des meilleurs, je me suis rendu compte que vous avez tout un tas de choses à regarder ici dans le management parce que ce sont bien eux qui mènent et qui décident la stratégie et puis qui écrivent les comptes. Donc c'est hyper important d'avoir des gens qui soient plutôt bien câblés sur ça pour pas vous embourber, quoi. C'est un peu ça en fait. Ok. Alors je rappelle ce que c'est que l'analyse fondamentale parce que j'ai eu quelques questions notamment sur les taux, etc. J'aime bien présenter cette slide parce que ça montre les trois jambes en fait de l'analyse fondamentale. La première jambe en fait c'est tout ce qui est données non financières et qui est plus, je dirais, activité économique de la société sans être encore tout à fait chiffré dans les comptes. Donc c'est tout ce qui est le marché. C'est quoi le marché qui est adressé? C'est qui les clients en fait? La stratégie c'est quoi? Est-ce qu'ils vont à l'international? Comment est-ce qu'ils y vont? Est-ce qu'ils s'adressent trois types de secteurs? Comment est-ce qu'ils y vont? Les concurrents c'est qui? Il y a qui comme concurrent? Est-ce qu'ils sont plutôt... Est-ce que la boîte dans laquelle on est investi ou on voudrait investir, est-ce qu'elle est leader, pas leader? Quelles sont les parts de marché? Qui contrôle la société, etc. Et donc ça, c'est pour faire, j'irai un focus sur tout ce qui n'est pas encore dans les comptes. Après, dans la partie, j'irai analyse fondamentale, données financières, vous avez deux jambes en fait. La première, c'est tout ce qui est analyse financière stricte. Donc vous avez le compte de résultat, en fait, les comptes en fait. Ok. Et souvent, lorsqu'on veut faire de l'analyse fondamentale, on aborde le truc par ça et on oublie qu'il y a ça. Par exemple, je vous donne un exemple. Dans les comptes d'une société, peu importe, vous n'aurez pas la vision du concurrent.
Pourtant, vous comprenez bien que ce qui va se passer dans les comptes en fonction de ce qui se passe chez le concurrent, ça peut énormément améliorer les comptes de la société que vous regardez, ou ça peut énormément détruire les comptes de la société que vous regardez. Je vous donne un exemple. Par exemple, Nvidia est en train de prendre toutes les parts de marché sur tout ce qui est puissance de calcul par rapport à Intel, et vous voyez Intel qui était une société qui était vue costaud il y a 10 ans, ils ont des parts de marché qui s'écroulent. Voilà, donc ce qui fait que les comptes d'Intel sont en train de s'écrouler par rapport à ceux d'Nvidia, parce que tout simplement dans la concurrence part de marché, il y a un switch qui est en train de se faire sur qui c'est qui gagne sur l'autre, quoi. Ok, voilà, donc c'est pour ça que c'est important de bien essayer de regarder ça. Et puis après, vous allez avoir les conséquences là-dedans. Voilà. Puis après, vous avez la troisième jambe qui est la valorisation de la société. Donc vous avez plusieurs façons de le faire. Donc là, on regarde le cours de bourse par rapport à ce qu'il y a dans les comptes, ce qu'il y a au niveau leadership, ce qu'il y a au niveau part de marché, croissance, etc. Et vous pouvez avoir des valorisations qui sont plus ou moins fortes en bourse par rapport à la société. Vous comprenez bien qu'une société qui est en train de se faire, avoir une société par exemple qui fait du retail, de la vente en physique, qui est absolument pas sur le net, et puis qui se fait concurrencer par les Alonso, etc., parce qu'ils vont, eux, en ligne, et ben, vous comprenez bien que la valorisation de cette société, qui fait que du physique, elle a peut-être loupé le virage du numérique, elle est en train de se faire prendre toutes ses parts de marché, parce qu'il y a une partie des gens qui achètent en ligne. Donc cette valorisation de cette société par rapport à il y a 10 ans, ça va pas être la même. Vous comprenez ça? Voilà. Donc tout ça, ça forme un lien, en fait. C'est un tout, en fait, tout ça. Okay, et tout ça, c'est pour aborder tout ce qui est partie prenante, les clients, les salariés, l'État ou les États, les banques, les fournisseurs, les actionnaires. Voilà. Donc l'analyse fondamentale, c'est tout ça. Ok, c'est pas uniquement les comptes, je fais des ratios, des machins. Ok, voilà. Et j'avais fait une vidéo, je vous invite à aller voir pour ceux qui ne l'ont pas vue, analyse fondamentale en 30 minutes, où je détaille tout ça en fait avec les parts de marché, avec des extraits des cours de Xavier Fontanet sur BFM Stratégie. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous tapez analyse fondamentale en 30 minutes, vous allez tomber sur celle-là, où là vous avez un cours complet, je dirais de 30 minutes sur tout ça en fait, de façon assez simplifiée, parce qu'on pourrait faire des cours de plusieurs années, mais voilà. Ok. Après, j'ai eu des questions par Emmanuel, je vends trop tôt, pourtant j'ai beaucoup de cash, j'ai pas de problème d'argent, c'est dans la tête. Effectivement, vendre trop tôt, c'est un biais, et je vous montre mathématiquement ce qu'il ne faut pas faire, en fait, c'est effectivement vendre trop tôt à cause de ça, en fait. Pour obtenir un succès à long terme, je vous ai mis ici, lorsque vous perdez 10%, il faut garder 11% pour revenir à zéro. Lorsque vous perdez 20%, il faut amener 25% pour revenir à zéro, puis etc., etc. Donc vous voyez que lorsque vous perdez 60%, il faut ramener 150. Il y a une dissymétrie, en fait, entre les pertes que vous allez faire, et on en fera tous des pertes. Hein, j'en fais, vous en ferez, j'en referai, vous en referez. Mais si vous capez en termes de gains à dire, à chaque fois qu'il y a 40% de gains, je les prends, ça veut dire que vous vous autorisez, entre guillemets, que des pertes maxi de 30%. Mais des drawdowns de 30%, voire pire, vous en aurez. Et puis si vous prenez à chaque fois des 40%, puis vous prenez tout le temps vos gains, bah vous vous interdisez d'avoir des 100% de gains, 150, etc. Or, il y a une dissymétrie, en fait, entre une position qui peut vous apporter 400%, par exemple, et puis les pertes, parce que si vous êtes pas en levier, la perte maxi, c'est 100%. Par contre, le gain maxi, il est infini. C'est pour ça qu'il faut faire attention à... Si vous vendez trop tôt, en fait, vous vous mettez dans le... Vous remettrez dans une symétrie où si je perds 100, il faut que je regagne 100. Enfin, voyez ce que je veux dire? Donc, n'oubliez pas, il faut essayer d'avoir le mindset, et je donne deux petites parades, pour pouvoir essayer d'avoir une vision beaucoup plus loin que à 40% je prends mes gains. On le voit ça hein, dans des magazines, par prudence, ça prend 40% de gains. Ça veut rien dire. Donc, c'est très difficile, en fait, de ne pas être tenté de vendre. D'accord? Donc en parade, vaut mieux comprendre le plus possible ce que l'on a et raisonner stratégie par rapport au cours de bourse, et je reviens sur ça. Si vous avez un cours de bourse qui monte, puis vous avez fait x2, x3, et puis qu'ici, votre thèse, elle se passe plutôt bien, la stratégie, elle s'exécute bien, la profondeur de marché, elle est plutôt bien, les concurrents, ils ont du mal à les rattraper, etc. Mais en fait, il faut se dire, oui, je pourrais gagner un petit peu et puis prendre mes gains, mais en fait, la stratégie, elle est bonne, quoi. Ok? Donc, il faut essayer d'avoir un peu de hauteur de vue, essayer d'avoir... plus de vision de est-ce que dans 2 ans, 3 ans, je sais comment serait la boîte, et si ça délivre toujours, en fait, sur le papier, j'ai aucune raison de vendre, quoi. Okay, si ce n'est mon ego, mes biais cognitifs. Okay, et donc avoir une vision plutôt sur la valeur plutôt que sur le prix. Okay, avec ça, avec cette vision-là. Alors c'est très difficile, hein, même moi aussi, hein, des fois je vends trop tôt, etc. Mais bon voilà, pour cette histoire, effectivement, vendre, en fait, c'est un gros souci de vendre trop tôt, hein, enfin, de vendre. Il faudrait presque avoir, dans des règles, presque s'interdire de vendre et avoir des vraies raisons de vendre. C'est Philippe, un peu dans le même ordre d'idée, j'ai l'impression d'avoir été trop prudent à l'achat et regretté. Ouais, moi aussi, c'est pareil, le pire est jamais certain, et des fois j'ai des thèses où je sais que j'en prendrai quand ça va retomber un peu, puis ça retombe, j'en prends, et puis j'attends que ça retombe plus bas, puis ça retombe pas plus bas, puis ça repart sans moi, bon voilà. La bourse, c'est que ça en fait, hein, beaucoup d'incertitudes, et c'est le temple des regrets. Donc vous en aurez toujours des regrets. Mais vraiment, l'erreur typique, c'est vendre trop tôt, quoi. Ça, c'est un grand classique. Voilà, malheureusement, tout le monde en fait des erreurs. Et le vendre trop tôt, il faut vraiment essayer de le travailler, celui-là.
Alors après, quel serait le logiciel le plus adapté à Euronext en termes de données fondamentales sur 30 ans et si possible en français? Alors malheureusement, moi j'en fais pas des screeners, j'en fais pas. Je fais moi-même les tableaux et je prends les rapports financiers, donc je vais directement à la source. Alors je vais expliquer pourquoi je fais ça. Pour autant, ça ne veut pas dire que les screeners, ça peut rien apporter. Je vous ai pris ici les comptes de neurones. Si vous regardez le chiffre d'affaires de neurones sans trop savoir la segmentation du chiffre d'affaires, si vous regardez le résultat net par deux groupes, si vous regardez le taux de marge du résultat opérationnel, bon, vous voyez bien là, si vous faites juste du screener avec un truc comme ça, la marge, hop, elle reste à peu près constante à 10%. La boîte, elle fait x2 en chiffre d'affaires là en 10 ans. Vous vous dites, cette boîte, elle a quelque chose, quoi. Voilà, ok. Pour autant, moi, je le fais pas et je vais vous expliquer pourquoi je le fais pas. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Les deux se complètent, en fait, je pense. Hein. Moi, je le fais pas. Je le fais moi-même, donc forcément, c'est plus long. Parce que si vous faites du screener, la magie du screener, c'est que vous pouvez gagner énormément de temps à traiter plus de 5000 sociétés à bout de clic dans votre salon. Ok. Par contre, moi, ce que je fais, c'est que vu que je vais dans les rapports financiers, vous pouvez trouver des infos qui ne seront pas dans les screeners. Ok. Je vous donnerai des exemples. Je peux même vous dire aussi que les screeners, vu qu'ils n'ont pas des profondeurs souvent bien longues, la façon dont les boîtes ont géré le Covid en 2020, je peux vous dire qu'en 2030, il y aura plein de screeners, ils auront tout oublié, quoi. Pour autant, si vous raisonnez sur ce que j'ai dit, stratégie, souvenez-vous là au-dessus, pour autant, la façon dont le stress Covid a été géré, c'est bien le management qui l'a fait. Et si vous avez les mêmes managers et que ça s'est mal passé ou que ça s'est bien passé, bah vous avez une vision de comment les gens y réagissent quand c'est compliqué, quoi. Et je peux vous dire qu'en 2030-2035, il y aura plein de trucs qui seront oubliés parce qu'il se sera passé plein de choses depuis. Mais pour autant, si c'est les mêmes managers, bah, c'est hyper important d'avoir des archives perso, d'avoir des data perso pour ressortir ce qui s'est passé, quoi. Voilà, ok. Deuxième point aussi pour lequel moi je le fais pas, c'est qu'il faut retraiter les données. Par exemple, le chiffre d'affaires qui est publié donne pas toujours la marge. Ça, vous l'avez sur Steph, ou dans le rapport financier, ils expliquent qu'il y a une partie du chiffre d'affaires qui est maintenant très petite, mais qui s'appelle achat pour compte de tiers, où ils font pas de marge. C'est du service qu'ils rendent, mais ils font pas de marge. Donc si vous prenez que le chiffre d'affaires de Steph qui est publié, vous divisez par le résultat opérationnel, vous avez la marge, hop, bah vous englobez en fait une partie de chiffre d'affaires qui fait pas de marge. Bon voilà, c'est pour donner un détail, des fois c'est pas toujours bien fait. Et puis le CA publié n'est pas forcément celui de la société. Alors là je vous donne un exemple qui est flagrant. Vous prenez les comptes de Bolloré SE, qui détient donc 29% de Vivendi, donc Vivendi, hein, qui est donc la partie média, etc. En fait, ils intègrent ce qui s'appelle en technique comptable, ils font l'intégration globale de Vivendi, c'est-à-dire qu'ils intègrent comme s'ils avaient 100% de Vivendi. Donc quand Bolloré fait ses publications de chiffre d'affaires, ils intègrent 100% du chiffre d'affaires de Vivendi, or quelque part en proportionnel, ils en ont que 29. Okay, donc c'est pour vous donner des exemples, derrière vous allez vous retrouver avec des minoritaires dedans, il y a quand même 70% de minoritaires qui ne sont pas en fait dans les publications de Bolloré. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention aux screeners, ça veut pas dire que c'est pas bien, mais il faut être conscient de ce qui se passe derrière, quoi. Alors je pense quand même que screener et data perso ça peut se compléter, pour autant moi vous voyez j'en fais pas, je suis plutôt focus sur des boîtes. Alors vu que ça fait plus de 25 ans que je fais de la bourse, il y a des boîtes que je connais où je peux ressortir des archives perso, et puis aller très vite dans les analyses. Mais voilà, bon, voilà je vous donne des exemples. Quand vous faites le chiffre d'affaires de Steph, vous avez la somme de tout ça avec les screeners, mais je suis pas sûr que ce soit bien segmenté comme moi, par exemple, je le fais. Le CA international et le CA France, je suis pas sûr qu'il y ait des screeners qui vous le donnent. Ça. Et on peut voir que la croissance, elle est essentiellement tirée par l'international. Voilà, ça par ce bar graphe tout simple, on le voit. Après, si vous regardez les résultats opérationnels de Steph, bah vous avez ici les millions d'euros du résultat opérationnel avec l'international et la France, puis vous avez ici la marge. Ce qu'on peut voir, c'est que la marge en France, elle est à peu près constante, même elle a tendance à un peu grandir. Par contre, la marge qui a énormément grandi, c'est l'international. Autrement dit, rapidement, en faisant le boulot que peut-être font pas les screeners, sur Steph, on voit que la belle histoire qui s'écrit depuis 2011, c'est l'international qui l'attire. Donc le focus dans la stratégie de Steph, c'est l'international. Il faut les regarder, l'international, il se passe quoi? Qu'est-ce qu'ils font à l'international? Voilà. Donc ça, c'est des graphes qui est dans mon offre payante hein, pour les clients. Hein, ils l'ont ça. Et j'explique le pourquoi, du comment, l'international, etc. pour Steph. Voilà. Je donne un autre exemple, c'est sur Robertet. Ce que donnent les screeners pour Robertet, c'est le chiffre d'affaires total. Okay. On a la marge BE et encore, il faut le retraiter des normes comptables IFRS 16, mais admettons, passons. Donc ça, on peut l'avoir géré assez facilement dans les screeners. Par contre, par segment de marché, puisqu'ils adressent trois marchés, les arômes, la parfumerie et les ingrédients naturels, ben, je suis pas sûr que ça, les screeners, ils le donnent. Et pourquoi sur Robertet, la marge, elle a été un peu pincée en 2023? C'est parce que la partie qui marge le plus, qui s'appelle ingrédients, elle a chuté. Voilà. Pour autant, le chiffre d'affaires, il a monté, mais la marge, elle a baissé. Ça s'explique ici. Donc voilà. Vous voyez, les screeners, ils vont vous donner une vision globale, machin. Mais après, si vous voulez comprendre plus finement, il faut aller plus loin, en fait. Plus loin. Donc, il faut savoir que, par exemple, voilà, Robertet, ils adressent 3 marchés. Et donc, tout ce qui est ingrédients naturels, le bio, tout ça, inutile de vous dire qu'en 2023, avec l'inflation, tout ça, plein d'industriels, ils en vendent moins. Voilà. Je vous donne ça aussi. Alors ça, je vous l'avais donné en gratuit, c'est sur Vika. Vika, ils font 3 métiers. Ils font la partie ciment, la partie béton, prêt à l'emploi, granulat, et puis la partie autre, c'est du service, transport, sac en papier, etc. Bon, vous voyez que la grosse marge, c'est dans le ciment. Donc la stratégie de Vika, c'est d'aller faire du ciment. Donc tous les pays où ils sont, ils font du ciment.
parce qu'ils font des grosses marges dans le ciment, 17% de marge EBIT, marge Rex. Ok, donc voilà. Bon, voilà pourquoi, si vous faites des screeners et que vous voulez aller plus loin, je pense que c'est important d'aller dans les rapports financiers puis de segmenter, notamment par exemple la partie chiffre d'affaires, vous le segmentez par région, par métier adressé. Voilà. Alors après, dans un précédent live, tu disais que 80% des IPO, donc des introductions en bourse, dégringolaient. Aujourd'hui, Steve a l'air de tenir bon. Est-ce qu'il faut creuser pour déceler de la croissance potentielle? Alors moi, j'avais fait une vidéo là sur les introductions en bourse et la cata, donc je confirme que dans les statistiques, que ce soit en France, aux USA, en fait, les introductions en bourse, il y en a plein que c'est la cata, même au bout de 7 ans, 8 ans. Le cours de bourse est encore plus bas que l'intro. Alors je vous redonne ici un extrait de cette vidéo. Hein. Donc vous allez sur ma chaîne YouTube, vous regardez Introduction en bourse, vous allez tomber sur cette vidéo où je parle d'un topo qu'avait fait Pascal Kiri, où il avait regardé sur Euronext Paris depuis 2014, il avait fait ça en 2023, les 139 sociétés qui ont été introduites. Alors il avait retiré toutes les sociétés qui ont fait faillite ou qui ont été suspendues, parce qu'en fait il y en avait plus que ça, mais il y en a d'autres qui ont coulé depuis. Donc sur les 139 survivants, en fin de compte, il y en avait seulement 23% qui avaient des cours de bourse qui étaient supérieurs à l'intro en 9 ans en fait. C'est incroyable quoi. Hein, donc c'est pas terrible. Et puis aux USA, ça c'est un extrait aussi de cette vidéo. Hein, aux USA, je vous ai mis un extrait d'un bouquin qui est super connu. Bon, c'est pareil en fait. Regardez l'écart en fait de performance entre les introductions en bourse puis les indices de référence, c'est quasiment tout le temps négatif en fait. Il n'y a que des fois que ça surperforme. Bon, voilà. Puis là, ils ont fait des statistiques sur plus de 8000 firmes étudiées. Les rendements sont tout pourris quoi. Il y a 80% qui sous-performent. Donc voilà. Donc statistiquement, les IPO sont vendus trop cher au marché. Et donc ce qui fait que derrière, les performances, l'histoire qui est racontée à l'introduction bourse, ça marche pas. Et donc le cours de bourse, il normalise tout ça, puis c'est donc que ça dégringole. Par contre, on peut se retrouver avec des billets du survivant comme Steve, qui est orienté vers Tesla, H2, protection, et qui donc là explose. Voilà. Je l'ai loupé moi, Steve. Je devais faire la... Donc Steve, hein, pas Steph, mais Steve, je l'ai loupé, je devais faire la réunion analyse, puis j'ai pas pu me libérer, etc. Donc j'ai pas pu le faire, donc j'ai pas trop étudié la société. Donc effectivement, Steve, ça a plutôt tendance à cartonner là. Voilà, donc ça fait partie des trucs que j'ai loupés, mais sans regret quoi. Bon voilà, grosso modo, retenez ça, les IPO sont l'endroit où statistiquement ça va baisser. Après, on peut trouver des survivants où ça monte. Après, les taux, j'ai eu des questions aussi d'Emmanuel sur les taux. Donc le contexte des taux d'intérêt élevés peut-il être vu comme une menace ou une opportunité de valorisation pour les entreprises, ou une menace à cause du ralentissement économique attendu, ou bien une opportunité? Voilà. Alors sur les taux, donc... Alors je vous donne ici une citation de Warren Buffett qui s'explique par l'actualisation des cash flows. Il dit que les taux d'intérêt agissent sur le prix des actifs comme une force de gravité. Donc plus les taux sont bas, plus le prix des actifs a tendance à monter. Et donc à l'inverse, plus les taux sont hauts, plus les actifs ont tendance à baisser, la valeur des actifs. Donc ça s'explique par l'actualisation des cash flows, en fin de compte, notamment sur les valeurs de croissance, mais on y reviendra. Donc ça, on a compris que les taux, d'un point de vue global, en fait, plus les taux sont hauts, plus les valorisations sont écrasées par le bas. Après, personne ne sait comment seront les taux dans 5 ans, dans 1 an. Personne. Ceux qui disent l'inflation. Souvenez-vous, en 2022, on devait avoir la plus grande récession du monde. Bon, on l'attend toujours, quoi. Donc idem pour l'économie. Ok. Bon, par contre, ce qu'on sait, c'est que toutes les boîtes ne sont pas exposées de la même façon. Vous avez des boîtes qui sont mal gérées, donc c'est des boîtes qui ont un mauvais bilan, on donnera des exemples, qui ont peu de cash flow, qui ont beaucoup de dettes, et donc avec des taux qui montent, le coût de la dette monte. Donc ça, c'est des boîtes qui ne sont pas exposées pareil que des boîtes qui sont plutôt bien gérées, qui ont des bons bilans, qui ont des bons cash flow, qui ont peu de dettes, et qui ont même un excédent de trésorerie qui sera placé et qui rapporte. Ok. Ça, c'est des choses qu'on peut voir, ça c'est des choses qui sont factuelles. Quand vous avez des taux sur des dépôts à terme, la trésorerie, on prendra notamment Neuron, qui peut placer à 3% sa trésorerie, ou d'autres boîtes qui n'ont pas de trésor, qui ont que de la dette, qui empruntent à 4-5%, elles ne sont pas exposées pareil sur les taux. Ok. Voilà. Après, vous avez les boîtes de croissance où la valorisation elle est très impactée par les taux hauts, parce que donc vous avez une sorte d'actualisation des cash flows. Quand on avait des taux en fait qui étaient quasi nuls, l'argent du futur avait... en fait, le futur était presque aussi certain que le présent. Donc ça, c'est déconnant. Donc là, on revient sur des taux qui sont beaucoup plus normatifs. Donc on a des taux qui sont vers 3% à la louche, quoi. Donc là, on est vraiment sur sa price, les incertitudes du futur. C'est pour ça que les boîtes de croissance, elles se sont pris un pet avec le Nasdaq en 2022, parce qu'à l'époque où la montée des taux, elle a été énorme, vous avez l'actualisation des cash flows sur le futur qui avait beaucoup d'incertitudes, et donc l'argent futur, en fait, il était beaucoup plus incertain, donc avait moins de valeur. Lorsque vous étudiez une valeur d'un secteur comme Vika, pour obtenir une bonne idée du prix, comparez-vous. Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Faut le faire par, effectivement, ouais, quand on étudie une boîte par secteur, pour avoir une valo, faut le faire... en fonction des concurrents, en fait, en fonction du secteur. Donc, tu as des secteurs qui sont très matures, comme le ciment, qui n'ont pas du tout la même histoire ou la même valorisation en bourse que ce qui est cloud computing, par exemple. Donc, effectivement, il faut comparer. Un PE de 20 dans le luxe par rapport à un PE de 6 pour Vika ou de 7, bah, on peut dire Vika, c'est pas cher. Ouais, mais ok, mais c'est pas pareil. Enfin, on n'est pas sur les mêmes enjeux, les mêmes problématiques, quoi.
Donc oui, effectivement, je te confirme, c'est ça. Il faut comparer par rapport au secteur. J'ai un slide qui en parle de ça. Voilà. Alors, je vous donne un exemple là d'une boîte qui est exposée différemment aux taux. Donc les taux, si vous placez votre trésorerie, ça va se retrouver dans les états financiers, le deuxième étage du compte de résultat. Donc ça, c'est un compte de résultat. Le compte de résultat, il a 3 étages. Je donne ici un étage. Donc ici, vous avez, en fait, ça c'est neurones. Ok. Donc premier étage, c'est la partie exploitation. C'est là qui crée de la valeur avec les clients, les fournisseurs, les employés, etc. Ok. C'est ici que vous avez le résultat opérationnel. Donc tout ce qui est au-dessus là, chiffre d'affaires, c'est la top line en haut. Puis tout ce qui est en dessous, machin, nana, ça détruit de la valeur, le personnel, nana. Et vous arrivez ici au résultat opérationnel. Après ici, vous avez la partie financière. Okay. Et ceux qui ont des taux hauts et qui ont beaucoup de dettes à payer, c'est ici qu'ils vont morfler. Et ceux qui ont des taux hauts, qui ont de la trésor à placer, c'est ici qu'ils vont générer de l'argent. Puis là, regardez, pour Neuron, donc ça c'est Neuron en 2022, en produits financiers, ils avaient fait 1,6 million. Là, ils ont fait 6,3 millions. Ils ont fait 6,3 millions de résultats. Et en fait, ça c'est la trésorerie. Neuron possède à peu près 300 millions de trésors qu'ils ont placés, donc à peu près quelque chose comme 3% là, à la louche. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont fait 6 millions. Donc toutes les sociétés ne sont pas exposées pareil à la hausse des taux. Donc ça c'est un exemple. Donc les taux, quels sont les indicateurs comptables pertinents qui permettent de mesurer la fragilité? Donc on y reviendra, mais on va parler du bilan. La date d'exigibilité des dettes, oui. S'il y a beaucoup de dettes à court terme, ça pue. La part des dettes courtes ou longues, bien sûr. La capacité à négocier des taux d'intérêt plus bas que la moyenne, évidemment. L'évolution des frais financiers, tout à fait. On a vu qu'avec Neuron, c'est plutôt l'inverse. C'est les produits financiers qui ont monté. Donc ça veut dire que la boîte, elle est plutôt exposée positivement sur la hausse des taux. La part des dettes par rapport aux capitaux propres, effectivement, bon, etc., etc. Donc on prend des exemples. Un indicateur pour voir la partie comment je suis exposé dans les taux, rapport financier, et je pense que ça, vous ne l'avez pas dans le screener. Vous regardez tout ce qui est taux fixe, variable, couvert ou pas, et par exemple pour Vika, on l'a dans le rapport financier. Tout ce qui est taux fixe ou taux variable, ils expliquent. 1,9 milliard de dettes, donc ça, les screeners vous le donnent. Par contre, la partie qui est taux fixe, je pense que les screeners ne vous le donnent pas. Taux variable, couverte, les screeners ne le donnent pas. Et taux variable non couverte, les screeners ne le donnent pas. Par contre, dans le rapport financier, vous l'avez. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont 1,9 million. Alors ils ont 500 millions de cash, donc ils ont 1,4 milliard de dettes, Vika. Il n'y a que 12% qui est à taux variable non couvert. Voilà, donc on peut dire, oh là là, la boîte est endettée, machin, nanana. Ok, mais sur l'histoire des taux, non. Par contre, le taux moyen est quand même à 4%. Enfin, pas loin, quoi. Okay, ça, vous l'avez dans les rapports financiers. Mais donc, il faut aller dans les rapports financiers, quoi. Donc voilà, donc ça prend du temps, comme je l'ai dit, hein, moi je passe pas par les screeners, par contre c'est plus long. Ce qui fait que moi je peux pas suivre 5000 boîtes, quoi. Mais à la limite, en suivant des boîtes que je connais pas trop mal, on va dire une quarantaine, une cinquantaine, enfin ça suffit à vous faire un patrimoine, quoi, hein, 40-50 boîtes. Ça veut pas dire que c'est tout dans les mains, hein, vous pouvez les tourner, notamment quand il y a des sorties de cote, mais voilà. Un autre indicateur, donc vous avez compris, vous pouvez regarder le taux d'emprunt, ça c'est, vous regardez dans les rapports financiers, vous avez le bilan. Là je vous donne un bilan qui est plutôt pourri. Donc le groupe Orapi, donc je vous ai donné le bilan de 2017. Donc ce qu'on peut regarder côté bilan, c'est la partie actifs. Eh ben, ils ont 200 millions d'actifs au bilan. La moitié, c'est de l'actif immobilisé, mais ils ont quand même une grosse partie, c'est du goodwill. Donc ça, c'est des sociétés qu'ils ont rachetées un peu cher. Et puis vous avez la partie trésorerie, c'est une boîte qui a 9 millions de trésors. Par contre, si vous regardez ici en face, ils ont en dette à plus d'un an 16 millions. Et puis en dette à moins d'un an 56 millions. Bon là, c'est chaud patate, quoi. Et en plus, résultat net de l'année 2017, ils faisaient des pertes. Donc voilà une société qui avait un bilan pourri, qui a profité beaucoup du Covid en 2020. C'est une société qui vend des solutions, des gels hydroalcooliques ou du nettoyage industriel. Donc avec le Covid, ils en ont vendu beaucoup. Donc en fait, ils ont réussi à se désendetter, etc. Mais ça, c'est une boîte qui aurait pu sauter, qui aurait pu couler en fait. Hein. Qui aurait pu couler en horizon peut-être s'il n'y avait pas eu le Covid. Voilà. Parce que vous voyez, par exemple, cette boîte, elle devait faire face à des dettes sous un an. Donc ça correspond à ce que demandait Emmanuel. Alors regardez les dettes et les échéances. Ils avaient 56 millions de dettes, hein, plus que les fonds propres. Sachant que l'année d'avant, ils avaient fait moins 2 millions de gains, enfin de pertes. Ils avaient fait 2 millions de pertes, quoi. En trésor, ils ont 9. Donc ça, c'est chaud patate. Hein. L'année 2018, elle a été compliquée pour eux. Ils ont dû renégocier les dettes, etc. Voilà. Donc ça, c'est des exemples. Vous regardez le bilan. Donne-moi ton bilan. Je te dirai comment tu gères. Et quand tu as une dette qui arrive à 56 millions au bout d'un an, elle n'est pas arrivée d'un coup. C'est parce que, probablement, que par le passé, ils ont levé de la dette pour faire des achats. Ça n'a peut-être pas bien été intégré. Ça n'a pas généré tous les cash flows qu'il fallait. Puis finalement, au fil de l'eau, la dette s'est accumulée. Puis on se retrouve dans cette situation qui est chaud patate, quoi. Cette dette, au bout d'un moment, elle était là-haut. Hein, à plus d'un an. Hein, okay. Puis à l'inverse, je donne une société alors, qui a d'autres soucis aussi, mais qui est plutôt bien gérée, qui s'appelle Desjoyaux. Regardez, trésorerie, 56 millions pour 160 millions d'actifs. Donc le tiers du bilan, c'est du cash. C'est quand même pas mal. Dette financière, 15. Concours bancaire, ça c'est des dettes aussi. Voilà, 7 millions. Donc en fait, vous avez ici dette financière, 15 millions plus 7 millions, moins 57 millions. Vous avez en fait 33 millions de trésorerie nette. Donc eux, par rapport au taux, quand ils vont les placer à 3%, ça va bien se passer. Okay. Bon, ça, c'était le bilan de l'année d'avant. Ratio comptable. Alors, quel indicateur est le plus pertinent? Quel est le meilleur? On en revient à la question que me demandait quelqu'un sur quand je compare Vika, etc. Je vous mets ici les indicateurs à suivre. Il faut suivre les cash flows, hop, cash flow opérationnel, donc la trésorerie. Une boîte qui va bien, c'est une boîte qui a des cash flows, hop, qui vont bien. Donc, dans le flux de trésorerie, il faut aller suivre les cash flows, hop.
Alors ça, les screeners le donnent. Voilà. À regarder s'il est bien calé, etc. Mais les screeners le donnent pour les grosses capis. Après, pour les petites capis, je ne sais pas s'ils les donnent. Donc j'avais fait un cours complet sur les cash flows, pareil, je crois qu'il durait pas loin de 40 minutes, 45 minutes. Cours complet sur tous les cash flows, je vous explique capacité d'autofinancement, marge brute d'autofinancement, cash flow opérationnel, free cash flow, les cash flows d'investissement, etc., etc., etc. Je vous explique tout ça pour savoir suivre les cash flows up. Ok Philippe, mais comment ça marche? Là, vous avez tout ça en gratuit. Okay, et je vous donne un exemple. Vous devez viser aussi l'excellence opérationnelle. Donc on doit regarder le cash flow up. Okay, si on ne sait pas ce que c'est, on va voir ça. Puis après, l'excellence opérationnelle, ça doit se voir dans les chiffres, mais ça dépend des secteurs. Donc je vous ai mis ici les marges de BE qu'on peut avoir sur l'acier, par exemple, qu'on peut avoir sur l'agroalimentaire, sur l'automobile. Et vous voyez que par exemple sur le luxe, ils font des marges à peu près, là sur le BE de 30%, 33%, voilà. Et si on regarde par exemple la distribution alimentaire, ils font des marges plutôt de 7%. Donc c'est pour ça que si on regarde par exemple l'excellence opérationnelle de la distribution alimentaire, genre Walmart, puis qu'on voit qu'ils font par exemple 8% de marge, on va dire putain c'est pas beaucoup quand même, parce que LVMH ils sont à 34%. Ouais mais en fait c'est pas le même secteur. Si Walmart fait 8% par exemple, et puis que les autres concurrents sont plutôt à 5%, bah Walmart ils sont balèzes, quoi. Ils ont un truc qu'ont pas les autres. Et donc dans le luxe, si vous regardez Kering, qui est en dessous de ça, parce qu'ils ont des soucis, puis qu'ils font quand même des marges, alors je sais plus combien que c'est les marges BE là, de Kering, mais admettons qu'ils fassent encore du 25 ou du 22%, on va dire ouais c'est quand même balèze, 22%, mais non, ils font moins que les concurrents, donc ils ont un souci quoi. C'est pour ça que quand on regarde une société, on doit l'analyser sa valorisation en fonction de ses ratios, en fonction du secteur des concurrents quoi. Les sociétés de services, les sociétés de services, tu peux voir, on les a là, elles sont là, services aux entreprises, voilà, il y a les marges qui sont comme ça. Après attention, ça c'est des marges BE. Donc n'oubliez pas que derrière le BE, il se transforme en cash, puis après il part dans des investissements, ce qui fait que la marge du résultat d'exploitation peut être faible, notamment par exemple pour, ils sont où les télécoms, services informatiques ou télécoms, je sais plus où c'est, mais je sais que les télécoms, ils doivent mettre régulièrement des investissements pour tout ce qui est matériel, et ce qui fait qu'en fait vous vous retrouvez avec des bonnes marges BE des télécoms, mais des marges d'exploitation qui sont plus faibles parce que tu as toute une partie du cash qui repart dans les actifs immobilisés, quoi. J'ai plus qu'à vendre Kering, je sais pas, Xavier Delmas, ça fait donc qui est très bien, Xavier Delmas, c'est un gars qui est bon et qui est honnête. Ils sont très rares ces gens-là qui cochent les deux quoi. Donc lui il est bon, il est honnête. Il a fait une vidéo sur Kering. Moi quand j'ai fait donc il a fait une vidéo sur Kering, allez la voir. Bon moi je fais pas de Kering, je fais pas ces trucs-là. Moi j'ai un peu de Dior, voilà pour tout vous dire, un petit peu de Dior. Donc LVMH, la holding de contrôle. Quand j'avais fait une AG sur Lançon, qui est donc dans le secteur du luxe entre guillemets, mais du champagne en fait. Alors quel est le rapport avec Kering? En fait on a eu une intervention de quelqu'un qui est spécialisé dans l'industrie du luxe, qui nous a dit que le fait qu'ils aient viré chez Kering, qu'ils aient viré le créateur emblématique de Gucci parce que ça allait pas, ça c'est difficile parce que sur des marques, c'est très emblématique des histoires que peuvent donner des créateurs. Et donc quand ils ont viré le créateur et qu'ils veulent repositionner Gucci, c'est compliqué d'avoir des gens qui étaient là depuis 5-6 ans et qui avaient monté la marque. Ils sont virés parce que ça va pas pour X raisons, je connais pas l'histoire, mais derrière forcément, la continuité, quand il y a des hommes clés comme ça, c'est compliqué quoi. Donc ce que nous disait l'expert sur le luxe, c'est que LVMH, ils ont plein de marques. Là, ils ont toute une histoire en fait qui, quelque part, dépend pas des gens. Tandis que Gucci, ils ont changé le dirigeant clé, quoi. Enfin, le créateur clé. Donc c'est compliqué derrière de reconstruire. Xavier Delmas, il en parle dans cette vidéo, allez la voir, elle est plutôt pas mal. Voilà. Ouais, il est soumis à Gucci. Donc voilà. Donc quand Gucci s'enrhume, en fait, c'est Kering qui tousse, quoi. Donc voilà. Comment on chiffre la performance artistique? Tu dois l'avoir dans les chiffres, quoi. Si tu regardes par exemple le résultat, alors si tu prends Kering, tu regardes le résultat opérationnel, donc la marge du Rex ou la marge EBE, là, ou EBITDA de Kering, que tu compares à LVMH, puis peut-être que dans le rapport financier de Kering, tu as celle de Gucci, et que tu fais tes graphiques ou que tu les as sur Skinner, probablement que depuis 2 ans, Gucci, ça va plus, quoi. Enfin, c'est en train de... Donc tu peux dire, ce qui se traduit dans les chiffres, c'est ce que je vous dis tout le temps là, quoi. Quand vous regardez les conférences call, les publications, les rapports financiers, la façon dont le management voit la stratégie. Vous voyez, pour Gucci, on a peut-être l'impression que la stratégie elle est en train de changer. Ils ne savent pas trop où ils vont, quoi. Donc, la stratégie, c'est laquelle? Moi, j'ai fait les conférences call parce que c'est des gens qui sont quand même inspirants. D'LVMH, j'aime bien les faire. Quand le patron, Bernard Arnault, explique que son actif le plus cher, c'est la désirabilité de sa marque, la stratégie, elle est claire. Il avait dit, par exemple, LVMH, qu'il pouvait faire de la croissance à 15-20%, mais il ne veut pas le faire parce que ça va nuire à la désirabilité des produits. On ne va pas inonder le marché de tous nos produits de luxe, alors qu'on pourrait le faire, parce que derrière, ça va détruire la désirabilité à terme. Donc lui, il entretient en fin de compte un petit peu sa croissance, et puis quelque part la frustration des gens à aller acheter ces produits, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ils font des éditions limitées, ils ne font pas de promo, voilà. Il entretient ça pour qu'à long terme, la création de valeur elle soit toujours là. Ça, c'est de la stratégie. Donc comment est-ce que tu regardes
La performance artistique, ça doit raconter la même histoire. Donc la stratégie d'LVMH, par exemple, sur ces grandes marques de luxe, Dior, tout ça, c'est ça. Donc vous avez compris, ça dépend des secteurs. Ok, donc distribution alimentaire, quelqu'un qui fait des marges BE de 10%, il a sûrement quelque chose contre les autres. Par contre, dans le luxe, si vous faites des marges de 10%, vous êtes à la ramasse, quoi. Ok, voilà. Après, comment vois-tu l'avenir pour le secteur des renouvelables? On parle d'un retournement progressif. Alors, j'avais fait un live oui, c'était pour l'offre expert. On m'avait parlé de Neoen, Ruby, qui partaient vers les renouvelables. Moi, j'aime pas trop ces secteurs-là parce que c'est des secteurs qui ont une rentabilité des capitaux engagés qui est plutôt faible. Vous regardez les retours sur fonds propres, par exemple de Neoen, ils sont à 5% et en plus, ils ont de la dette. Donc, ça veut dire qu'en fait, s'enlève la dette, ils ont beaucoup moins de rentabilité. Donc, en fait, c'est des secteurs qui sont pas très rentables. Par contre, le truc qui peut être intéressant là-dedans, c'est monter des assets, autrement dit, prendre de la dette, monter des parcs éoliens voltaïques, puis les vendre. C'est ce qui s'est passé là, avec Vera qui fait ça très bien, qui a réussi à vendre Neoen très bien. Donc en fait, ces actifs-là sont pas très rentables, donc moi je trouve pas ça très intéressant à long terme, si ce n'est que ça peut se vendre. C'est ce qui s'est passé pour Neoen. Donc Voltalia, j'ai pas regardé non plus, mais c'est pareil. C'est pareil en fait, Voltalia, c'est pas très très... que penses-tu de l'idée d'une bourse européenne qui unifierait? J'ai pas d'avis particulier, ça va profiter forcément quand tu consens que ça marche plus. Ça va profiter à Euronext. Voilà, sachant que j'en ai pas d'Euronext, je trouve qu'en tant qu'utilisateur, les services sont pas terribles. Et ils ont quelque part leur fossé, là, leur mode, c'est parce qu'ils ont le monopole en fait, hein, quasiment. Donc ils font des services qui sont pas terribles, enfin bref, des fois c'est mal suspendu, les données on les a pas bien. Moi je trouve qu'Euronext, en termes de services, vers moi qui suis utilisateur, hein, puisque je passe des heures sur Euronext, je trouve que c'est pas terrible Euronext. En termes de service client, quoi. Amazon est loin devant, hein, par exemple. Voilà. Donc pour autant, Euronext, ça marche très bien, etc. Donc j'ai pas d'avis là-dessus, si ce n'est que ça va profiter à celui qui va récupérer la concentration. Une fois le plafond PEA, PME atteint, quel véhicule d'investissement? Je pense que tu peux faire du PER en titre vif. Donc ça, c'est nouveau depuis 2 ans, 3 ans. Il faut trouver des trucs en ligne qu'ils font. Les PER, tu as énormément de banques qui te proposent des PER, mais c'est pour fourguer leurs produits structurés. Donc faut pas prendre ces trucs-là. Il faut trouver des PER où tu peux mettre des titres en vif. Puis là, tu peux acheter tes titres. Si tu veux mettre du Kering, tu le mets, du LVMH, du Air Liquide. Tu peux le mettre en titre vif. Et tu as la fiscalité du PER, là, il faut faire gaffe à la sortie. Et puis tu peux le mettre en titre vif. Donc ça, il faut regarder ça. Donc PER, titre vif. Il y en a très peu hein, qui le font, mais ça existe. Non, Vielle non plus, Valentin, je connais pas. C'est de la finance. Tout ce qui est financier, j'ai déjà dit. Les trucs financiers, j'aime pas trop. Par contre, c'est très bien géré. Les trucs financiers, j'aime pas trop. Je suis pas à l'aise, moi, avec tout ce qui est finance, les banques, les courtiers, les trucs comme ça, je suis pas à l'aise. Donc, je connais pas bien Vielle. Voilà. Quel est ton investissement alternatif préféré? Alors, alternatif au sens hors bourse. Donc, voilà, immobilier. Donc, moi, j'ai un peu d'immobilier, mais pas beaucoup. J'essaie de faire comme font les riches et puis que je présente dans une formation, là. Je pense qu'un des pièges, notez-le, je vous le donne. Un des pièges qui existe pour la classe moyenne, c'est d'aller monter de l'immobilier à hauteur disproportionnée. Quand vous commencez à taper au-dessus de 500 000 de patrimoine net, 1 million, l'immobilier, ça doit baisser. Donc moi, mon immobilier, j'ai 20% de mon patrimoine net, c'est de l'immobilier. Et je veux surtout pas en rajouter, parce que c'est pas ce que font les riches. Les riches qui ont plusieurs millions, 10 millions, 15 millions de patrimoine net, en immobilier, ça fait que baisser en pourcentage. Donc autrement dit, ils mettent plutôt des actifs financiers, au fur et à mesure que le patrimoine monte, plutôt que refaire de l'immobilier. Alors c'est à l'opposé de YouTube, revenu passif millionnaire de l'immobilier. Voilà. Ce que font les riches, et ça je le démontre dans une formation sur le patrimoine, avec des statistiques INSEE, c'est qu'ils font pas ça. Voilà. Les gens qui ont, allez, on va dire, plus d'1 million de patrimoine, ils n'ont pas beaucoup d'immobilier. Quand tu passes à 2, ils en ont encore moins en pourcentage. Quand ils passent à 5, ils en ont encore moins en pourcentage. Et ce qui monte en actif, c'est le patrimoine financier. Donc voilà. Après, 20 montres, forêt, non, moi j'ai pas ça. Moi. J'ai immobilier, et puis des actifs financiers cotés ou délégués dans des assurances vie, avec des fonds, etc. Reaber, je connais pas. Désolé, je connais pas Reaber, donc je peux pas répondre. Salut Roberté, on les voit partout en ce moment, étonnant pour une société. Ouais, tout à fait. Thomas, donc j'explique ça dans l'offre expert. Je suis d'accord avec toi. On les voit un peu partout, ça a changé. Donc j'ai une thèse que j'explique dans l'offre expert. Par respect pour ceux qui payent, je vais pas le dire, mais oui, je suis d'accord avec toi. Curieusement, j'ai aussi été surpris, moi qui suis la boîte depuis 5 ans, Roberté, j'ai été surpris que là, ça change de braquet. Ça communique à tout va, il y a des visites de sites. Ils font des roadshows à UK, enfin en Grande-Bretagne, etc. Donc ouais, il y a peut-être effectivement une opération. PER OK au Crédit Agricole, bah pourquoi pas. Si PER titre vif. Faites gaffe aux frais, hein, toujours pareil. Hein, faites gaffe à ces produits structurés. Voilà. Quelles sont les principales différences dans les critères de sélection entre les... Ben là, la différence, c'est la valo. Hein. Les entreprises value, tu prends juste le PER, allez, admettons. Parce que le PER, t'as pas la dette dedans, mais admettons. Tu prends les PER, allez, on va dire inférieurs à 10, à 12. Ça peut être des valeurs value, puis la croissance, c'est au-dessus. T'as pas de valeur de croissance qui ont des PER plus petits que 12. Voilà. Ok, voilà. Les principales grandes différences, c'est ça. Le marché aime plutôt les valeurs de croissance parce qu'il actualise les cash flows futurs qu'il trouve très grands au présent. Tandis que, je sais pas, moi, tu prends une cimenterie comme Vica, ils font pas beaucoup de croissance, un peu, mais pas trop. Et donc, c'est pas actualisé pareil que
je sais pas moi, forcément Nvidia, mais même des boîtes qui font du cloud computing. Voilà, la grande différence, voilà, value ou croissance, c'est la valorisation. Alors voilà, alors si vous allez sur mon site, je fais un peu ma pub là, vous allez sur l'onglet boutique, Finance Academy, et puis donc vous avez l'offre expert, vous explique par exemple pourquoi Robertet, je pense qu'effectivement il y a quelque chose qui se passe, c'est assez bizarre. Alors moi je suis allé dans la holding et puis j'explique ça aux clients, hein, ce qui se passe dans la holding. Vous avez la formation sur les états financiers pour tout ce qui est consolidation, les états consolidés, les ratios, cash flow, c'est quoi, tout ça, j'ai plein de cours complets là-dedans. Puis sur le patrimoine, j'explique pourquoi mettre trop d'immobilier, c'est une erreur. Entre autres, voilà. Donc vous avez ça là-dessus. Alors après, d'autres questions. Pour tous les F que tu proposes, j'avais, voilà, question sur Gaumont. Alors tu la classes en situation spéciale, alors oui, alors lui il est abonné à l'offre expert, donc Gaumont j'en ai, voilà, pour retrait potentiel. Alors Gaumont, la thèse c'est que il y a beaucoup de fonciers dedans, c'est pour ça que moi je n'en ai pas perso, j'en mets dans des titres. Notamment ils ont sur les Champs-Élysées le magasin Lacoste. Quand vous allez sur les Champs-Élysées, vous avez le magasin Lacoste qui fait un coin là, voilà. Donc le magasin Lacoste en fait il appartient sur les champs, hein. Il appartient à Gaumont puis donc il est loué à Lacoste. Il y a des valeurs énormes là-dessus. Après ne penses-tu pas que les résultats vont être pénalisés? Ouais, c'est possible, tout à fait. Et puis, quel est l'alignement des intérêts avec la gouvernance? Il n'est pas terrible. Alors, à chaque fois, moi, je dis vais, je revends. Je me demande si, ouais, ça me saoule un peu, en fait. Voilà, je les mets, ça, hein, dans l'offre expert, que je me demande si c'est une bonne idée d'y être allé. Alors, on fait toutes ces erreurs. Hein. Voilà, moi, c'est une mini-poche hein, que j'ai. Mais Gaumont, on va dire, stricto sensu, en ANR, ça vaut bien 180, quoi. Un truc comme ça, quoi. Bon, voilà. Par contre, à chaque fois, ils se plaignent sur la partie production, etc. Ils ont détruit énormément le catalogue depuis 2018. La valeur du catalogue, là ils ont fini, donc ça finit de casser des fonds propres, on verra la suite quoi. Voilà. Après ouais, c'est pas une super thèse ça, ceux qu'on n'en pas, c'est pas forcément une bonne idée d'en avoir. Bon je dis ça se trouve le sortie de code c'est dans 2 mois quoi, mais voilà. TXCOM suite à l'analysation de la vente, quels peuvent être les nouveaux catalyseurs, le patron je pense qu'il veut vendre son foncier, le foncier est dans la boîte côté, et probablement qu'il veut valoriser le truc, donc là ça s'est pas fait mais ça se refera. N'est-ce pas une value trap possible? Le risque dans TXCOM c'est vu qu'il agrège d'autres sociétés, c'est que ça se passe pas bien, c'est qu'il y a un loupé dans le rachat de société. Ok, bon voilà. Après, il y a du foncier, voilà, il y a du foncier en propre qui est pas loin de la valeur de bourse, peut-être même au-dessus. Donc, voilà. Et dernière question sur TFF, ton avis sur l'acquisition de Petit Renault? TFF, donc c'est une boîte que je suis actionnaire, je l'ai dans l'offre expert. C'est une toute petite société, hein, Petit Renault a fait 12 millions de chiffres. Ils ont acheté ça pour la partie sourcing en bois. Je pense que c'est une boîte qui fait de la scierie, puis qui découpe déjà des planches pour faire des tonneaux, et qui est à même pas 2 heures de route du siège de TFF, donc je pense qu'ils l'ont fait pour intégrer un peu de la valeur. Mais ça n'a pas changé la dimension de la boîte. Hein. TFF, c'est le Bourbon hein, qui cartonne hein, aux USA. Donc pour allez, je vous donne un truc. Hein. Je pense pour TFF, ce qu'il faut regarder, c'est l'élection de Donald Trump, est-ce qu'elle se fera ou pas. Alors apparemment, on a des soucis. Si Trump y passe, puis qu'il met des taxes sur les alcools français, machin, TFF pourra avoir des soucis. Voilà, sur l'exportation. Bon, le Bourbon, il le fabrique sur place, mais il pourrait y avoir des taxes. Des taxes sur le Bourbon fabriquées par des Français aux USA, etc. Si Trump passe pas, bon, c'est plutôt une bonne nouvelle pour TFF. Je donne mon avis macro un peu du truc là, pour TFF. Voilà. Suite à l'OPA NeoN, pour un retrait de cote, les actionnaires seront-ils sortis obligatoirement? Alors j'avais fait un truc là pour répondre à ça. Quand est-ce qu'on est exproprié OPR, OPRO? Alors NeoN, oui, si jamais il y a un retrait de cote, tu pourras pas avoir le choix. Tu n'auras pas le choix, tu seras exproprié. Pourquoi? Parce que NeoN est sur le marché réglementé Euronext, le compartiment A. Sur Gross, tu peux te faire exproprier. Sur le ABC, tu peux te faire exproprier. Il n'y a que sur ces compartiments-là que tu as le choix de garder ou pas. Donc voilà. Donc NeoN, la réponse c'est tu n'auras pas le choix, tu vas sur le site Euronext. NeoN, tu vas sur caractéristiques, tu vois qu'ici, négociation, c'est sur compartiment A, ici. Donc compartiment A, tu peux te faire exproprier. Donc si le majoritaire il veut, tu es forcé de vendre. Tu peux pas garder. TFF sont topiches? Non, pour moi non. Je crois pas. Je crois pas que c'est topiche. TFF, en fait, l'idée, c'est toujours pareil. Tu vois, l'idée, c'est ça. En fait. Si tu fais du screener, TFF, c'est topiche. Ok. Par contre, si tu fais, je reviens. Voilà. Si tu fais une segmentation, voilà, TFF, du chiffre d'affaires qu'ils font avec les différents métiers, TFF, c'est le leader mondial du tonneau. Donc tout ce qui est en France, ils sont leaders. En Bourgogne, ils sont archi-leaders. Donc ça fait des cash flows réguliers, tout ça. Ils sont en train de tout exploser aux États-Unis depuis 5 ans dans le Bourbon. Ils sont passés de 0% de part de marché à 20%. Ok. Et ils sont en train de monter une autre usine, ils vont encore piquer des parts de marché. Donc en fait, si tu adresses le chiffre d'affaires, alors là j'ai dit Robertet, mais si tu prends TFF et que tu le fais la partie Bourbon, la partie tonneau, etc., tu verras qu'il y aura une partie qui est en train de énormément croître, qui s'appelle le Bourbon. Voilà. Et donc en fait, c'est pas topiche, je pense, parce qu'ils sont en train de tout exploser aux USA, et la partie création de valeur avec les marges et puis de la grosse croissance, c'est aux USA qu'ils sont en train de la faire. Donc voilà. Par contre, vu d'un screener qui doit agréger tout un peu comme ça, je peux dire ah c'est pas terrible, etc. Mais là, il va y avoir une énorme croissance très rentable qui va arriver dans le Bourbon. Voilà. Puis apparemment, ils sont en train d'adresser aussi la tequila. Donc moi, je pense pas que c'est topiche. Comme je dis, je peux me tromper. Hein. Ok. Voilà. Après, concernant Neo, pourrais-tu nous rappeler les modalités en cas de sortie de cote? Si jamais Neo sort de la cote, il y aura suspension de cours
proposition d'une OPA par les Dubreuil, avec un prix qui sera donné, on pourra apporter ou pas, mais vu qu'Oneo est sur un marché réglementé, s'ils ont tout ce qu'il faut pour exproprier, ils exproprieront les gens. Voilà, donc il faut plus de 90% du capital et des droits de vote pour exproprier. Donc Oneo, ça se passerait comme ça. Après le prix, j'en sais rien. Moi je vous l'ai dit, en dessous de 10, j'en ai repris un peu. Voilà. Après Steph, aux alentours de 106, tu en penses quoi? Bah Steph, ouais, enfin Steph, 106, je sais pas si tu dis pas plutôt 136. Donc Steph, j'en parle moi depuis peut-être au moins 2019, 2020. Donc voilà, donc Steph, j'en ai pas mal, j'ai un prix de revient dans ces eaux-là, là, 76. Ouais, Steph à 106, oui, si ça retombe à 106, moi je vais en acheter. Ouais, topiche, ça veut dire, c'est asymptotique en fait. C'est-à-dire que on est sur le bout du truc qui est déjà bien, quoi. Non, moi je dis que le relais de croissance de TFF, c'est le Bourbon. Puis après, derrière, il y a la tequila qui est dans le tuyau. Alors, je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Dans la barre de description, je vous mets le lien vers mes offres dont vous avez vu quelques extraits ici. Et je vous invite à vous inscrire à ma newsletter qui est entièrement gratuite pour 2 raisons. La première, c'est que vous aurez accès à 30 minutes de cours gratuits sur comment lire un rapport financier. Et la deuxième, c'est que vous aurez accès à des contenus que je réserve de façon exclusive aux inscrits à ma newsletter. Voilà, sur ce, je vous dis prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.